À quelques heures d'écart, deux messages radio se croisent au-dessus du détroit d'Ormuz, et rien ne prouve qu'ils décrivent le même monde. Le premier claque comme un ordre: déviez votre route ou vous serez arraisonné. Le second se murmure en coulisses: un accord de partage du détroit, vieux différend enfin en passe de se dénouer entre Téhéran et Mascate. Si ces deux récits parlent réellement du même couloir maritime, la même semaine, alors quelqu'un, entre Washington et Téhéran, ne raconte pas tout à fait la même guerre que son adversaire. D'un côté, un destroyer américain, indicatif 45, somme un cargo de changer de cap sous peine d'interception. L'enregistrement, publié le 3 août par le commandement central américain, ne souffre aucune ambiguïté. Obéir ou subir les conséquences. De l'autre, selon le New York Times, l'Iran et Oman finaliseraient un texte inédit sur la gestion du détroit, un nouveau tracé maritime, des droits de passage payants, et pour Téhéran, une part de souveraineté sur l'une des artères énergétiques les plus surveillées au monde. La vraie question n'est pas de savoir si Washington bloque, ni si Téhéran négocie. Les deux versions, à ce stade, semblent solidement étayées, chacune par ses propres sources, sans se contredire frontalement sur les faits bruts. La question est de savoir laquelle des deux logiques, la coercition navale américaine ou l'architecture commerciale iranienne, pèsera réellement, dans les mois qui viennent, sur le contrôle d'un passage par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Un blocus qui a changé de nature. Le blocus n'a plus rien d'un simple avertissement. Selon les chiffres communiqués par l'armée américaine elle-même, 44 navires redirigés depuis le début de l'opération, 2 immobilisés, 2 arraisonnés. Ce sont désormais des bâtiments de guerre qui décident, en mer, quels navires peuvent approcher les ports iraniens, une méthode qui dépasse largement la sanction économique classique pour basculer dans la coercition militaire directe. Le Pentagone y voit une nécessité, asphyxier le commerce pétrolier iranien sans toucher au reste du trafic. Téhéran y voit une agression, et affirme avoir répliqué par ses propres restrictions sur le détroit. Aucun de ces chiffres n'est vérifiable de façon indépendante. D'un côté, un communiqué militaire américain publié sur son propre compte officiel. De l'autre, des déclarations de responsables iraniens relayées par une agence proche du régime. Privilégier automatiquement l'une de ces sources relèverait moins de la rigueur que du parti pris. Et c'est précisément dans ce climat de confrontation ouverte que surgit l'annonce d'un accord entre les deux capitales les plus concernées par le trafic du détroit. Le corridor qui n'existait pas le projet, tel que rapporté, dessinerait un couloir d'entrée côté iranien et un couloir de sortie côté omanais, avec des droits de service partagés à part égale entre Téhéran et Mascate. Un dispositif qui transformerait un bien commun international en infrastructure partiellement monétisée par deux États riverains. Une bascule que plusieurs observateurs économiques jugent sans précédent sur cette voie depuis des décennies. Washington conteste, lui, jusqu'à la nature même du texte. Selon des responsables américains, il ne s'agirait que d'un arrangement temporaire, sans autorisation iranienne requise ni paiement obligatoire. Souveraineté reconnue d'un côté, simple protocole transitoire de l'autre. Le désaccord porte sur l'essence même de l'accord, alors même que les deux capitales seraient, en théorie, sur le point de s'entendre sur des routes concrètes. Il y a là quelque chose comme une guerre menée sur deux fronts à la fois, celui bruyant des navires qui somment et interceptent, et celui silencieux des négociateurs qui rédigent des clauses de partage énergétique. Un régime capable de mener ces deux batailles en même temps, sur le même théâtre, envoie un signal que ni ses adversaires ni ses partenaires ne peuvent ignorer. Publier la sommation du navire 45 n'a d'ailleurs rien d'un hasard. Rendre publique une communication militaire vise à dissuader, mais aussi à démontrer à l'opinion américaine que le blocus produit des résultats. Sauf que la diffuser précisément au moment où circulent des informations sur un accord parallèle pourrait aussi trahir une inquiétude à Washington, celle de voir le récit du blocus efficace concurrencé par celui d'un Iran qui négocie plutôt que de simplement subir. Depuis quand le détroit a-t-il changé de nature ? Un haut responsable iranien l'a formulé sans détour ces derniers jours. Il n'y a aucune chance que le détroit revienne à la situation qui était la sienne avant le 28 février. Si cette position reflète réellement Téhéran, alors même un cessez-le-feu durable ne suffirait pas à restaurer l'ancien statu quo. Cela redéfinit tout le débat. Il ne s'agit plus de savoir qui, de l'Iran ou des États-Unis, l'emportera dans ce bras de fer, mais quelle nouvelle architecture, négociée ou imposée, remplacera durablement l'ordre maritime d'avant-guerre. Washington mise sur la coercition pour préserver un statu quo qu'il juge menacé. Téhéran, lui, semble avoir déjà tourné cette page, et cherche à écrire, avec Oman, les règles d'un système qui lui offrirait pour la première fois depuis des décennies un droit de regard direct et rémunéré sur l'une des artères vitales du commerce mondial. Les traders de pétrole brut n'ont pas manqué ce basculement potentiel. Plusieurs analyses évoquent déjà un possible réajustement des primes de risque sur les cargaisons transitant par le Golfe, signe surtout qu'aucune certitude n'existe encore sur la forme finale du dispositif. Comment un blocus et une négociation avancent en parallèle? Comment expliquer que ces deux dynamiques progressent au même rythme sans s'annuler? La réponse tient d'abord à une asymétrie de coûts. Intercepter un navire suppose une présence militaire permanente sur une zone que la géographie rend difficile à verrouiller entièrement. Multiples goulets, routes alternatives, trafic dense mêlant pétroliers et petites embarcations régionales. Chaque interception mobilise un navire de guerre, un équipage, une procédure. Le contournement, lui, ne coûte au navire visé qu'un simple changement de cap.
44 bâtiments redirigés en quelques semaines représentent, pour la marine américaine, une dépense continue, sans qu'aucun incident ne règle à lui seul la question du contrôle du détroit. L'Iran, à l'inverse, tire un bénéfice structurel de cette coexistence. Négocier avec Oman tout en subissant une pression militaire directe lui permet de se présenter simultanément comme victime de la coercition américaine, utile pour mobiliser le soutien intérieur, et comme partenaire fiable capable d'offrir un cadre stable aux armateurs internationaux lassés de l'incertitude. Un seul acteur, deux discours, deux publics. L'accord avec Oman repose d'ailleurs sur un choix de vocabulaire pesé au trébuchet, celui de la souveraineté partagée entre riverains, plutôt que du péage imposé unilatéralement. En s'associant à un médiateur historiquement perçu comme neutre dans le Golfe, Téhéran habille sa demande de compensation financière d'une légitimité juridique que ni les sanctions ni le blocus ne peuvent en théorie contester frontalement. Un droit de passage négocié entre deux riverains reconnus n'a pas, aux yeux du droit maritime international, le même statut qu'une taxe imposée unilatéralement par un seul État en position de force. Le choix d'Oman n'a rien d'accidentel. Le sultanat contrôle la rive sud du détroit, un accès que l'Iran seul ne pourrait jamais revendiquer, et a bâti depuis des décennies une diplomatie de neutralité active, ayant déjà accueilli des canaux discrets entre Téhéran et Washington sans jamais s'aligner ouvertement sur un camp. Or le détroit d'Ormuz n'a jamais fonctionné, depuis des décennies, comme un espace tarifé. Le droit international y garantit un passage inoffensif pour tous les pavillons, sans péage systématique réclamé par aucun des deux riverains historiques. Le projet actuel romprait donc avec un principe considéré comme acquis, une rupture de doctrine qui ne resterait probablement pas sans effet sur la manière dont d'autres États riverains d'autres détroits stratégiques envisageraient, à leur tour, leur propre droit de passage. Il y a même un paradoxe frappant. Les deux camps invoquent la même notion, la liberté de navigation, pour justifier des actions diamétralement opposées. Washington bloque certains navires pour préserver, dit-il, la liberté de circulation à terme. Téhéran affirme, à l'inverse, que seul un mécanisme négocié avec Oman peut garantir un passage sûr pour tous, sanctionnés compris. Une même expression, deux significations opposées, et aucun arbitre reconnu par les deux parties pour trancher. Ce que cela coûte, au-delà du Golfe. Ce déséquilibre entre coût de la coercition et coût de la négociation ne s'arrête pas aux chiffres du Pentagone. Chaque navire redirigé alimente une prime de risque supplémentaire sur les contrats d'assurance maritime. Une prime répercutée sur l'ensemble du trafic régional, lié ou non à l'Iran. Le blocus, autrement dit, ne pénalise pas que Téhéran. Il renchérit silencieusement le coût mondial de l'énergie, jusqu'au prix payé à la pompe par des consommateurs qui ignorent tout des tractations irano-omanaises. Un accord stabilisé, à l'inverse, offrirait aux compagnies maritimes une alternative prévisible, susceptible de faire refluer ces mêmes primes, ce qui explique l'intérêt de certains armateurs privés pour ces négociations, bien au-delà des seules considérations géopolitiques. Le pétrodollar n'est jamais loin non plus. Une part considérable du commerce pétrolier mondial continue de se régler en devises américaines, y compris sur des routes que Washington cherche à fermer à l'Iran. Un accord qui redessinerait durablement les flux d'Ormuz toucherait donc, indirectement, à l'un des piliers les plus sensibles de l'influence économique américaine, le rôle du dollar comme monnaie de référence des échanges énergétiques. Une complication juridique guette aussi. Un navire empruntant le nouveau corridor tout en commerçant avec un port iranien sanctionné se retrouverait pris entre deux cadres incompatibles. Légal aux yeux de Téhéran et Mascate, potentiellement sanctionnable aux yeux de Washington. Une zone grise qui pourrait déplacer l'incertitude actuelle vers un terrain nouveau, celui de la reconnaissance internationale d'accords bilatéraux conclus en pleine guerre. Le facteur temps, enfin, joue contre l'idée même d'un retour en arrière. Si le détroit ne revient effectivement jamais à sa situation d'avant le 28 février, alors le temps ne travaille pas pour un retour au statu quo, mais pour l'installation d'un nouvel équilibre, imposé par la force américaine, ou négocié par la voie omanaise. Ce que chaque capitale a à y gagner ou à y perdre. À Washington, cette coexistence alimente un débat interne encore largement invisible. Une partie de l'appareil militaire présente l'opération comme un succès mesurable, 44-2-2, des chiffres qui, isolés, dessinent un blocus efficace et montant en puissance. Une lecture plus prudente s'inquiète de ce que ces mêmes chiffres pourraient recouvrir. Une pression coûteuse qui n'empêche pas, en parallèle, un accord susceptible de rendre une partie de ce blocus obsolète. L'exécutif s'expose ainsi à une double critique. Mener une opération sans résultat décisif, ou tolérer une négociation qui affaiblirait ses propres sanctions, sans pouvoir désamorcer facilement l'une sans clarifier publiquement sa position sur l'autre. Une clarification que Washington semble, pour l'instant, vouloir éviter. Le Congrès, de son côté, commence à s'interroger sur le coût réel d'un déploiement naval sans limite de durée annoncée. Dans un contexte budgétaire où chaque prolongation entre en concurrence avec d'autres priorités stratégiques, en Asie comme en Europe de l'Est. Téhéran, à l'inverse, aborde la séquence avec une confiance qui tranche avec l'image d'un régime purement défensif. Un haut responsable a insisté sur le caractère strictement bilatéral des discussions avec Oman. Cela ne concerne personne d'autre, selon sa formule, traduisant une volonté de circonscrire le dossier à un cadre que Washington ne pourrait ni interrompre ni contester sans s'exposer à l'accusation d'ingérence dans un accord entre deux États souverains. Selon la même source, Téhéran aurait aussi contacté, ces dernières 24 heures,
Plusieurs capitales soupçonnées d'envisager de mettre des installations à la disposition de Washington pour les avertir des conséquences d'une telle décision. Plusieurs auraient répondu ne vouloir jouer aucun rôle dans un conflit qui ne les concerne pas. Oman, de son côté, occupe une position que peu d'autres capitales pourraient revendiquer. Mais s'associer aujourd'hui à Téhéran sur un dossier aussi sensible expose le sultanat à un risque d'image qu'il n'a jamais connu dans ses médiations passées, celui de paraître prendre parti plutôt que de rester un simple facilitateur neutre. L'incitation économique, un partage à part égale des droits de passage sur l'une des routes les plus fréquentées au monde, pèse manifestement assez lourd pour justifier ce risque. Riyad, Abu Dhabi et Doha observent avec une prudence qui masque des intérêts loin d'être identiques. Un accord stabilisant durablement la navigation servirait, en théorie, l'ensemble des économies du Golfe. Mais un précédent où l'Iran parvient à monétiser un droit de passage sur une voie jusqu'ici considérée comme un bien commun pourrait aussi nourrir des velléités similaires ailleurs dans la région. Un scénario qu'aucune des trois capitales ne souhaite encourager. L'Arabie saoudite en particulier privilégie, en silence, toute issue susceptible de mettre fin au cycle actuel d'incidents maritimes, y compris une issue négociée par Téhéran plutôt qu'imposée par Washington. Israël suit ce dossier avec une attention qui dépasse la seule question du détroit. Un accord redonnant à l'Iran une source de revenus stable, même modeste, inquiète des services de renseignement qui redoutent qu'une partie de ses recettes n'alimente, directement ou non, les réseaux régionaux que Téhéran soutient au-delà de ses frontières. Officiellement silencieux, l'État hébreu plaiderait en coulisses pour que Washington subordonne toute reconnaissance de l'accord à des garanties strictes sur l'usage des sommes collectées. Pékin, premier acheteur du pétrole iranien malgré les sanctions, bénéficierait directement d'un cadre de navigation stabilisé, susceptible de sécuriser des flux que l'incertitude actuelle rend plus coûteux à assurer. Moscou, engagé dans son propre bras de fer avec l'Occident, tire un bénéfice plus indirect. Chaque semaine où Washington immobilise des ressources navales considérables sans empêcher une négociation parallèle de progresser conforte, aux yeux du Kremlin, l'idée que la puissance américaine peine à imposer une issue nette, même dans des conflits d'intensité bien inférieure à celui qu'elle mène elle-même. Trois trajectoires possibles, trois issues se dessinent, chacune prolongeant une logique déjà à l'œuvre. La première, la plus favorable aux deux camps mais pas forcément la plus probable à court terme, une nucléaire existence négociée. L'accord se conclut dans les termes rapportés, corridors distincts, droits partagés, vérifications confiées à des tiers régionaux, et Washington, incapable de s'opposer frontalement à un arrangement entre deux États souverains, ajuste progressivement son dispositif naval, recentré sur les seuls navires liés aux exportations sanctionnées. Une issue qui désamorcerait une partie des tensions, mais resterait fragile tant la question de la légalité même du prélèvement continuerait d'opposer juridiquement les deux capitales. La deuxième, sans doute la plus probable au vu du désaccord déjà exprimé sur la nature de l'accord, un blocage à deux vitesses. Les négociations avancent sur le papier sans jamais déboucher sur une mise en œuvre effective, tandis que le blocus se poursuit à son rythme actuel. Un scénario qui prolonge l'usure de tous les acteurs. Stock militaire américain, revenus pétroliers iraniens, patience des assureurs, sans qu'aucun événement spectaculaire ne tranche, jusqu'à ce qu'un incident mineur, statistiquement, finisse par mal tourner. La troisième, la moins probable mais la plus lourde de conséquences, une rupture maritime ouverte, si une interception dégénérait, navire refusant d'obtempérer, confusion sur une cible. Privé d'alternatives diplomatiques crédibles en cas d'échec des tractations avec Oman, le régime pourrait alors être tenté de transformer sa capacité de nuisance maritime, déjà démontrée depuis le début du conflit, en fermeture plus large du détroit, avec des conséquences économiques dépassant très largement le cadre régional. Des prix de l'énergie à des niveaux que la plupart des économies occidentales n'ont plus connus depuis des décennies. Un facteur structurel pourrait peser sur le calendrier de ces trois trajectoires. Renforcer une présence navale déjà éprouvée par des mois d'opération suppose des délais industriels qui se comptent en mois, parfois en années. Un décalage qui pourrait contraindre Washington à composer, qu'il le veuille ou non, avec un accord irano-omanais qu'il ne pourrait matériellement pas empêcher de progresser sur le terrain. Il n'est d'ailleurs pas exclu que Washington choisisse délibérément de maintenir deux discours plutôt que de trancher. Présenter le blocus comme sa politique officielle tout en laissant, en coulisses, ses diplomates observer sans intervenir une négociation qu'ils ne peuvent ni cautionner ni réellement empêcher. Ces trois trajectoires n'auraient pas le même effet sur les marchés pétroliers. La coexistence négociée ferait refluer une partie de la prime de risque sans la faire disparaître. Le blocage à deux vitesses la maintiendrait élevée mais stable. La rupture maritime, seul détroit, produirait un choc suffisamment brutal pour dépasser les ajustements progressifs auxquels les marchés se sont habitués. Un signal permettrait sans doute de trancher plus vite qu'on ne le pense. La première fois qu'un navire commercial invoquera publiquement l'accord irano-omanais, même non encore en vigueur, pour justifier son itinéraire face à une sommation américaine. Washington serait alors forcé de préciser, noir sur blanc, si les nouveaux corridors bénéficient d'une reconnaissance même tacite. Ce que tout cela révèle, long break. Revenons aux deux messages radio du départ, l'un ordonnant un changement de cap sous peine de représailles, l'autre esquissant un partage négocié des droits de passage. Après ce parcours à travers les mécanismes économiques et les calculs de chaque acteur, une chose apparaît plus nettement. Ces deux messages ne s'excluent pas.
Ils décrivent, chacun à sa manière, une même bataille pour savoir qui, en dernier ressort, aura le dernier mot sur l'un des passages maritimes les plus disputés du globe. Ni Washington ni Téhéran ne détient seul les clés de cette bataille. Les États-Unis disposent d'une supériorité navale qu'aucune force régionale ne peut sérieusement contester sur le plan strictement militaire. Et pourtant, cette supériorité ne suffit pas à empêcher une négociation parallèle de progresser sous ses yeux, entre deux États qui ne dépendent pas de sa protection pour exister. L'Iran, de son côté, ne dispose ni des moyens navals ni des ressources économiques pour imposer unilatéralement de nouvelles règles. Et pourtant, son association avec Oman lui offre un levier que ni les sanctions ni le blocus ne parviennent, pour l'instant, à neutraliser complètement. Ce constat dépasse largement le seul détroit d'Ormuz. Il illustre une transformation plus large. La domination militaire d'une puissance sur une voie maritime, aussi écrasante soit-elle, ne suffit plus à elle seule à garantir un contrôle exclusif, dès lors qu'un acteur plus faible parvient à mobiliser un partenaire régional, un cadre juridique et un argument de souveraineté pour proposer une alternative crédible. Le pétrole ne circule plus seulement au rythme des canons. Il circule aussi, désormais, au rythme d'accords bilatéraux que la force seule ne peut ni empêcher ni remplacer. Un tel précédent, s'il se concrétise, ne resterait probablement pas circonscrit au seul Golfe. D'autres passages stratégiques, de Bab el-Mandeb à Malacca, sont surveillés par des puissances régionales qui observent attentivement la manière dont un pays sous blocus parvient malgré tout à négocier plutôt qu'à subir. Un précédent réussi, même partiel, entrerait immédiatement dans les calculs de tous les États riverains de passages comparables, jusque dans des dossiers aussi éloignés que les tensions autour de Taïwan, où le contrôle d'un couloir stratégique se joue lui aussi en des termes qui dépassent la seule puissance de feu disponible. Il y a, dans cette séquence, une leçon inconfortable pour quiconque pense que la puissance militaire suffit seule à trancher un rapport de force. Un blocus naval, aussi rigoureux soit-il, ne referme jamais complètement l'espace de manœuvre d'un adversaire déterminé à en trouver un autre. Chaque navire redirigé renforce peut-être, à court terme, la posture de fermeté de Washington. Mais chaque incident nourrit aussi, en creux, l'argument que Téhéran développe simultanément auprès de Mascate et de ses soutiens régionaux. Celui d'un pays qui refuse de céder et qui cherche, par d'autres moyens, à écrire lui-même les règles qu'on tente de lui imposer par la force. La dissuasion, dans ce contexte, ne se joue plus seulement en missiles interceptés ou en navires déployés. Elle se joue aussi dans la capacité à convaincre un partenaire régional de signer un texte plutôt qu'à contraindre un adversaire de baisser les armes. Derrière ces calculs de puissance, il reste des réalités que les communiqués officiels mentionnent rarement. Des équipages de pays tiers naviguant sous la menace d'une interception à tout moment. Des assureurs qui répercutent sur des économies entières le coût d'une incertitude qu'ils n'ont pas créée. Des marins recevant l'ordre de changer de cap sans toujours savoir s'ils obéissent à une puissance légitime ou à une démonstration de force parmi d'autres. Un baril qui traverse Ormuz ne porte, sur son certificat d'origine, aucune mention du dispositif qui a permis sa traversée, sommation navale ou corridor négocié. Pourtant, le prix payé au bout de la chaîne, à la pompe, dans une facture de chauffage, porte la trace de cette incertitude accumulée semaine après semaine. Peu de consommateurs, où qu'ils se trouvent, savent qu'une part de ce qu'ils payent dépend de l'issue d'un bras de fer maritime dont ils n'ont probablement jamais entendu parler. Rien de tout cela n'a de valeur définitive. Les négociations irano-omanaises pourraient s'effondrer demain, pour une raison encore imprévisible. Le blocus américain pourrait à l'inverse se durcir brutalement à la suite d'un incident encore inconnu. Toute analyse sérieuse de ce dossier doit accepter cette part d'incertitude structurelle plutôt que de la dissimuler sous une conclusion trop nette, et résister à la tentation de choisir un camp avant même que les faits ne soient établis. Sur une mer où deux messages contradictoires circulent en même temps, celui qui écrira finalement les règles ne sera pas nécessairement celui qui détient la force la plus écrasante, mais celui qui saura convertir cette force, ou son absence, en un cadre que les autres accepteront, bon gré mal gré, de suivre.